Allez, je suis de retour. On est reparti pour des vidéos hebdomadaires, donc découpées en deux parties. Partie analyse des indices, de la macro, des monnaies, des matières premières, etc. Dans cette première partie, la deuxième partie, qui en règle générale arrive le lendemain, sur les analyses actions. Donc on va commencer, on va se refaire un tour des popotes. On est toujours dans, on va dire, la lune de miel de Trump. Je pars du principe que cette lune de miel, elle dure parce qu'on a aussi une saisonnalité décembre-janvier qui est plutôt pas mal. Mais après, quand il va être investi, il va arriver sur des marchés qui sont au plus haut, tout est au taquet. Bref, ça va être bien plus compliqué que ce que l'on croit, je pense, et surtout, je pense qu'il aura une moindre marge de manœuvre que ce que l'on pense. Au niveau de la dette, au niveau des taux, il y a beaucoup de choses à se dire justement sur ce point-là. Mais en attendant, on en est là. En attendant, on est sur la France sans gouvernement. Et ça n'a pas créé le cataclysme boursier dont on pouvait penser. En fait, si vous voulez, la bourse, essentiellement, va baisser parce qu'il y a une incertitude. Mais quand on a l'incertitude des choses mauvaises, ça baisse pas forcément. Aussi, il faut bien prendre en compte, si vous voulez, que le CAC 40, c'est les sociétés qui sont essentiellement à l'international, donc qui sont beaucoup moins impactées par la situation politique en France que peuvent l'être des plus petites caps, où là, on le voit, il faut être très sélectif parce que sinon, c'est un petit peu la bérésina. Donc, on a des attaques qui sont différentes, évidemment, entre le bassin de PME, qui est l'essentiel de l'emploi, et du PIB d'un pays, et puis les grosses valeurs qui, elles, vont être surtout à l'international. Donc il faut bien faire cette séparation si vous voulez. Donc quand je regarde le CAC 40, je ne regarde pas nécessairement la situation de la France. Je regarde surtout la situation des plus grosses sociétés qui sont à l'international. Donc essentiellement des grosses pondérations sur le luxe aussi, sur le pétrole, sur l'automobile. Donc je regarde également plutôt donc, le cycle économique. Quand je vais regarder le Nasdaq 100, ben, je regarde essentiellement quelques valeurs technologiques des gros gabarits technologiques, donc forcément, je ne vais pas avoir la vue de ce qui se passe réellement aux US. Quand je regarde le S&P 500, c'est exactement la même chose. Je regarde essentiellement ce qui représente aujourd'hui l'essentiel des profits qui sont réalisés par une minorité de sociétés aux US. Mais je regarde, mais j'ai absolument pas la photo de la majorité des sociétés qui font la majorité du bassin d'emploi des US mais qui font un minimum de profit, voire des pertes. Donc j'ai pas cette vue. C'est pour ça que j'ai cette décorrélation, si vous voulez, entre ce que je peux constater sur l'économie réelle au quotidien et ce que je vais voir derrière sur mes graphiques boursiers. On a on est dans du Pareto, on a une minorité de sociétés qui font l'essentiel des profits mondiaux aujourd'hui une grosse majorité, si vous voulez, qui représente peanuts. Donc on en est là. Donc au niveau de mon CAC 40, ben en fait je résiste plutôt bien, je rebondis sur mon oblique, hein. On a toujours cet oblique ici qui tient plutôt bien. On va chercher la résistance horizontale qui était l'ancien support des 7350 points, on bute dessus. Donc avant de se dire que le CAC 40 relance une tendance haussière et va beaucoup mieux, il y a du boulot. C'est-à-dire qu'il faudrait repasser au minimum au-dessus des 7005. Donc on n'y est pas. Pour l'instant, on fait du rebond technique, on a une congestion ici. Moi, je continue de croire beaucoup à la figure du biseau. Mais la figure du biseau, ça voudrait dire que si on casse par le bas ces 7150, on s'ouvre le niveau des 6900 points. Beaucoup de personnes, évidemment, vous parleront des 6008, qui est un niveau horizontal, qui est comme le nez au milieu de la figure, si vous voulez. Mais en règle générale, voilà, quand tout le monde voit un support, on a tendance à ne pas l'atteindre. Donc, pour moi, je privilégierais plutôt la situation un petit peu incomplète sur la France, sur le CAC 40, sur la zone euro, la zone Europe au sens global, je le verrais plutôt dans une forme de biseau descendant. Mais pour l'instant, ce biseau n'est pas activé, n'est pas la figure qui est reflétée par le marché, tant qu'au minimum, on ne cassera pas cet oblique. Parce que tant que tout le monde pense que cet oblique fait support, si vous voulez, le marché ne va pas nécessairement voir autre chose. Moi, je vais une étape au-delà. Ce pas des niveaux aujourd'hui, mis à part à être très sélectif des niveaux sur lesquels j'achèterai. Mais on peut être sélectif, on peut jouer des rebonds, mais ça reste un marché de trading sur le CAC 40, alors que c'est un marché de tendance sur les US. Et au niveau donc du CAC 40, pour moi, voilà, on est toujours bloqué. Je vois pas de vraie tendance se dégager tant qu'on va rester sous les 7005. Et je vois pas d'activation de mon biseau descendant qui pourrait me faire dire que je veux me garder une certaine poche de liquidité pour me dire, si on tourne et on va chercher les 6009, c'est là où je veux avoir une grosse partie de mes liquidités pour payer. Donc, je suis au milieu du gué. Je suis plutôt dans une forme d'attente. Demain, on aura essentiellement, surtout, les stats chômage, emploi aux US.
toujours pareil pour savoir est-ce que l'inflation va se relancer, est-ce que l'emploi. Donc n'oubliez pas que l'essentiel de l'emploi aux US aujourd'hui, c'est dans le public. Donc ce sont des fonctionnaires. Trump, quand il va arriver avec Musk, leur but, ça va être au minimum de geler ces embauches-là, voire de virer. Ce que l'on constate, si vous voulez, c'est que finalement, on a une dégradation et un ralentissement économique, mais qui reste motivé par toutes les dépenses étatiques qui ont été faites post-Covid. C'est-à-dire, c'est pareil en France, aujourd'hui on tape sur on a trop de dettes, etc. Mais pendant un certain laps de temps, on était tous bien contents, si vous voulez, de recevoir une certaine forme d'aide. Et tout ce qui va être infrastructure, tout ce qui va être dépenses de l'État, une grosse partie de ces dépenses également, c'est les profits de certaines sociétés, dans les infrastructures, dans le BTP, etc. Donc d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, ça ruisselle. Pour les US, c'est exactement la même chose. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des déficits publics qui sont à 6% aux US. Si vous avez Trump qui décide de les abaisser et de dire demain il faut que ça soit à 3%, il faut aussi se dire que ça a un impact sur le PIB. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand je regarde l'emploi aussi, vous regardez l'emploi du secteur privé, il est en net ralentissement. C'est le secteur public aujourd'hui, donc les fonctionnaires, qui arrivent, si vous voulez, à nous sortir des stats au sens général qui sont encore positifs. Donc demain, ce sera intéressant de garder ça en tête, si vous voulez, quand les stats vont sortir. Et derrière, quand vous allez avoir l'investiture de Trump, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, on peut en effet dégraisser l'État. Il n'y a rien de mal à ça, c'est même toujours très bien. Mais il faut penser aussi aux impacts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vire 1 à 2 millions de fonctionnaires aux US, on peut très bien se dire, Musk pourra très bien se dire, vous voyez, ça fonctionne très bien comme avant, même avec 2 millions de mecs en moins, mais ces 2 millions de mecs en moins, si vous voulez, ils vont aller au chômage, et le secteur privé ne peut pas les absorber, puisque le secteur privé est déjà en train de galérer à absorber le peu qui lui reste. Donc on se retrouverait avec des stats de chômage qui partent en croissance plus forte, où on poussera donc la pression pour baisser les taux, en acceptant de se dire qu'on baisse les taux, on relance peut-être de l'inflation, aidé par le protectionnisme de Trump, même si pour moi c'est surtout des gros mots pour faire de la négo pour l'instant, on verra de combien on parlera ensuite, mais là voilà, là est l'idée si vous voulez. Donc les statistiques économiques, vous voyez, si on commence à s'attaquer un petit peu au gouvernement, si Trump réalise avec Musk ce qu'ils veulent réellement, ça peut avoir un certain impact aussi sur la croissance du pays, et ça peut avoir un impact sur beaucoup de sociétés aujourd'hui qui dépendent aussi de ce déficit de l'État, parce que voilà, on dépense et ça permet de faire tout un tas de constructions et de faire vivre beaucoup de sociétés, sans parler des subventions que l'on va avoir sur les semi-conducteurs, tout ça. Donc on se retrouve un petit peu, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, on se retrouve toujours dans ce côté Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale, le pays n'est certes pas détruit, mais l'économie est détruite. Si on regarde en Europe, après des années quelque part de jachère et de laisser faire, et on se retrouve avec une dette qui est énorme, on se retrouve avec des taux d'intérêt qui sont en croissance, mais qui, comparés à la situation, sont quand même bien résorbés. Merci la BCE, merci l'euro quand même, au passage. Je pars du principe que si on n'avait pas la BCE et si on n'avait pas l'euro, la situation serait bien pire. Les taux de la France auraient bien plus explosé que le spread actuel avec l'Allemagne, par exemple. N'oubliez pas également qu'en Allemagne, ils vont refaire des élections anticipées en février. Et à un moment donné, s'ils s'attaquent à la Constitution, le point important, c'est de pouvoir, historiquement, les Allemands s'étaient bridés à ne pas faire trop de déficit. On sait très bien qu'à un moment donné, quand vous faites un petit peu trop de déficit, vous commencez derrière à avoir une crise, une dépression économique, et à partir de ce moment-là, le peuple a faim, et en règle générale, il vote pour des personnes un petit peu plus totalitaires, même si elles ne le sont pas au premier abord, pour redonner confiance dans le pays. Et on sait très bien qu'historiquement, voilà, c'est une boucle, et on aime bien faire la boucle également, démocratie, totalitarisme, et puis on refait la boucle. C'est toujours pareil, c'est toujours aussi la citation qui est de dire, voilà, vous avez en gros des temps durs qui forment des hommes forts, qui forment derrière des temps plus aisés, qui forment des hommes faibles, et vous faites le tour. Euh, donc ça, voilà, ce sont des cycles. De la même manière que vous avez des cycles de vie, vous avez des cycles de business, vous avez des cycles de tendance, tout est lié. D'une certaine manière, avec toujours un espace-temps qui peut être différencié. C'est pour ça que vous allez avoir la bourse, de toute façon, qui va toujours être avec un temps d'avance ou un temps de retard. Ça dépendra des cycles également. La bourse n'a pas nécessairement toujours un temps d'avance.
elle peut avoir aussi des fois un temps de retard. Et ça, c'est une question de flux. Tant que vous avez de l'argent qui a été créé de toute manière, et n'oublions pas que la dette, c'est quoi? C'est de la création monétaire, et cette création monétaire, c'est également du PIB supplémentaire et de la croissance supplémentaire, des investissements supplémentaires. Donc c'est pas parce que vous allez sucrer demain toute votre dette que vous allez vous dire, bah voilà, j'ai plus de dette, tant mieux. Non, vous sucrez également de la monnaie, de la création monétaire, donc des investissements futurs et potentiels, donc de la croissance future et potentielle. Donc il faut bien comprendre que toute la dette n'est pas mauvaise, il y a de la bonne dette, et la dette permet également les niveaux de croissance que nous avons connus ces dernières décennies. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, vous avez des limites, et vous avez une forme de mauvaise dette aussi. Donc n'oublions pas un petit peu tous ces aspects-là. Il ne s'agit pas juste de dire, voilà, je sucre tous mes fonctionnaires, je sucre toute ma dette. Ça peut avoir un impact économique et la marge de manœuvre n'est pas aussi forte que ce que l'on croit. Donc ça, ce sont des points pour moi qui sont très importants. Et pour revenir à la zone euro, on a la BCE la semaine prochaine. J'avais dit déjà à la dernière réunion qu'il fallait baisser de 0,5%. On a baissé que des 0,25%. C'est prévu également qu'on baisse que de 0,25 ce coup-là. Et je pense que Christine Lagarde, qui est très dans ne baissera pas de plus, mais je pense qu'on aurait besoin d'un 0,5. Donc moi, je pense que voilà, ce sont des éléments qui sont importants aujourd'hui où il faut que la BCE se détache de la Fed et, quitte à taper un petit peu plus sur l'euro, rendre l'Europe à nouveau compétitive en justement sacrifiant peut-être un petit peu plus l'euro, mais en baissant ses taux de manière plus forte et anticipée que la Fed. La Fed est dans la même problématique, ils vont continuer de baisser les taux si vous voulez, mais là on rentre dans ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire que fin de Seconde Guerre mondiale, à un moment donné vous avez stratégiquement besoin d'argent et d'investir, vous êtes endetté jusqu'au cou, vous ne pouvez pas laisser exploser les taux longs non plus parce que les taux d'intérêt seraient trop importants. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez du plan Marshall, donc on vous prête de l'argent mais obligation d'acheter américain. Quelque part, on est toujours sur ces éléments-là aujourd'hui. Mais au-delà de cela aussi, il ne faut pas oublier les taux longs qui sont des taux de marché, contrairement aux taux courts qui sont régis par les banques centrales. Les taux longs également, les banques centrales peuvent décider de les figer. Ça avait été figé à 4% à l'époque pendant, je ne sais plus, 3-4 ans. Mais toujours est-il, c'est des vraies problématiques. À un moment donné, si vous avez besoin de reconstruire votre parc énergétique stratégiquement, votre armée, etc., bon, ben voilà, vous avez un certain nombre de budgets, de déficits qu'il faut mettre en place. Et vous acceptez quoi? Vous acceptez l'inflation. Parce qu'à un moment donné, année après année, cette inflation-là va vous permettre, pas l'hyperinflation, hein, on parle d'inflation, va vous permettre de résorber votre dette. Donc, vous ne vous serrez pas forcément la ceinture si vous voulez, mais vous essayez de pousser un petit peu vos investissements comme ça et vous essayez de servir l'inflation. Pour ça, j'ai toujours dit, si vous voulez, qu'il faut partir du principe que peut-être, même si on a de la désinflation et qu'on va chercher une déflation temporaire à un moment donné ou à un autre, il faut, si vous voulez, un petit peu d'inflation à 3-4%. Ça serait l'idéal, si vous voulez, pour l'économie. Parce que d'une part aussi, les taux baissent, vous avez quand même une inflation, donc vous êtes quand même obligé d'aller investir et dans l'employabilité du capital, d'aller chercher quand même des projets qui sont viables et rentables. Et donc vous avez une meilleure employabilité du capital que ces 10 dernières années où les taux étaient bas, voire négatifs en réel, et que donc il vous suffisait d'aller chercher des projets qui n'étaient pas forcément très rentables à 1 ou 2% pour gagner votre beurre. Vous jouiez sur le volume et pas sur la rentabilité. Et ça, la problématique, c'est que vous employez mal votre capital, vous n'employez pas votre capital sur les meilleurs endroits. Donc ça aussi, voilà, c'est le truc qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on paye 10 ans de, de laisser faire de taux bas qui n'était pas nécessaire. Et le Covid a été le petit chapeau sur tout ça, la petite cerise sur le gâteau. Donc je passe tout ça et on revient également, si on va regarder le Nasdaq, on se rend compte qu'on est sur les plus hauts, rien à dire. Je vous avais donné une target qui était sur cette 21 500, 21 600. Donc ça reste toujours mon objectif. Évidemment, on peut monter plus haut, peu importe. Mais toujours est-il que voilà, on s'est fait un nouveau support sur cette zone des 21 150 qui devient qui était la précédente résistance qui devient support. Donc à un moment donné, on reviendra fermer ce gap probablement. Mais à ce stade-là, on est sur une tendance qui est haussière, en mode tranquille. Donc on va pousser jusqu'à là où on doit pousser et tant qu'on n'a pas les signes au contraire, on ne parlera pas de consolidation. Il faudra repasser en dessous de ces 21 000 points pour parler de conso et ces 21 600, 700 points qui deviennent maintenant le support intermédiaire. Il n'y a pas plus à dire que ça.
Ce qui m'intéresse également, c'est de regarder un petit peu ailleurs. Si vous sortez du CAC 40, vous avez l'Espagne qui est en train de casser ses plus hauts également. Si on continue, on va chercher en Angleterre. L'Angleterre également, vous voyez, on était dans cette congestion ici. On pouvait, si on était venu ici, le scénario c'était de dire attention, on peut casser par le bas. Mais là, on a recassé par le haut, on se remet dans le haut de la figure. Ben, l'idée, à nouveau, c'est peut-être est-ce qu'on ne casserait pas par le haut. Donc on est dans des figures où on voit que les marchés sont sur le plus haut. Si je vais chercher le DAX, on est également sur les plus hauts. Mais qu'est-ce que ces indices ont que nous, on n'a pas sur le CAC 40? Eh ben, ils ont une poignée de valeurs qui représentent le plus gros des pondérations de leur indice et qui sont dans des hausses exponentielles. Et nous, le luxe, on voit, c'est ce qui nous a permis de surnager pendant des années, mais depuis une bonne année maintenant, ben, le luxe patine, et donc forcément, on patine avec. Et donc le DAX, on voit, a cassé ses plus hauts, et vous voyez les hausses exponentielles qui se mettent en place. Alors évidemment, à un moment donné, vous aurez une conso, un truc, un machin qui permettra de construire la figure, mais pour l'instant, le DAX, c'est une réplication de ce que nous fait également le Nasdaq. Donc si je vais regarder maintenant le Eurostoxx 50, vous voyez que sur les 50 plus grosses capitalisations européennes, qu'est-ce que l'on a? On a en effet cette hausse également, mais on ne bat pas des plus hauts. Donc on voit bien, si vous voulez, que la hausse est concentrée sur une poignée de valeurs, qui ne sont pas forcément des très grosses caps, comme ça avait pu être le cas ces derniers temps, et que donc le marché effectue bien sa rotation dont on parle, et va chercher toujours des grosses capes, mais qui sont des plus petites capes par rapport aux très grosses, et fait donc des rattrapages sur ces aspects-là. Donc on a des indices qui sont plus larges, qui font des meilleurs rattrapages et des meilleures hausses que d'autres. Et des indices qui sont très concentrés sur une poignée de valeurs, qui sont sur des plus hauts, comme le DAX également. Donc n'oubliez pas également que quand je regarde le DAX, je regarde un indice qui a les dividendes réinvestis. Quand je regarde le CAC 40, j'ai pas les dividendes, ok? Si je veux regarder et vraiment comparer, je peux regarder le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Mais comme mon luxe patine, ben, j'ai à peu près la même photo dégueulasse où je me dis le CAC 40, c'est un petit peu le vilain petit canard actuellement. Mais voilà, on a créé de l'incertitude, on a eu une désertion des capitaux qui également est poussée par le fait que économiquement, les valeurs du luxe sont un peu plus en train de rentrer dans le gros du lard. Mais pour l'instant, voilà, c'est une figure pour moi, c'est une congestion qui est assez large. Si vous la cassez par le bas, en effet, ça ne sera pas terrible, tip top, on ira chercher les 20 000 points. Mais, et mon idée de biseau descendant, vous voyez, bon, je peux le pousser comme ça, 21 000, 20 000 points. Mais tant qu'on est là-dedans, il y a pas de décision. Donc ça reste plutôt très neutre. La seule question qu'on peut se poser, c'est si jamais les autres indices qui sont au taquet se mettent à consolider, qu'est-ce qui va se passer sur le CAC 40? Ok, donc c'est la seule crainte que l'on peut avoir. Si je vais regarder les petites capes US, on voit bien la rotation effectuée, si vous voulez, et la surperformance de ces indices-là. Et si je vais chercher la dichotomie entre les petites caps, croissance, je suis sur les plus hauts également. Et si je vais chercher les values, donc avec beaucoup de banques et compagnie, je suis sur les plus hauts également. Donc vous voyez, je n'ai plus cette dichotomie entre valeur, value, croissance. En fait, je paye tout. Tout est en train de très bien performer. Et un indice que je vous avais montré il y a longtemps, c'était cet ETF de valeur dividende. Vous voyez, il a continué sa progression. Donc il a continué de nous valider sa surperformance et l'aspect rotation. Mais on est globalement sur tout. On est globalement aujourd'hui sur beaucoup de liquidités qui s'investissent sur tout. Et alors, le truc le plus intéressant, c'est que vous voyez au niveau d'obligataire, tout le monde a joué à se faire peur sur l'obligataire. Tiens, les taux sont en train de remonter. On est pile poil revenu chercher notre oblique. On est en train de se remettre dans le milieu du gué. Et alors là, ça va être intéressant. Parce que si on arrive à reprendre la hausse et à se remettre ici, ben vous remettrez au carrefour du ralentissement économique. C'est-à-dire baisser les dépenses, c'est bien, mais à un moment donné, on va réaliser que ça veut aussi dire taper sur la croissance. Vous ne pouvez pas maintenir la croissance en réduisant les déficits, puisque ces dernières décennies, ces dernières années surtout, la grosse partie de la croissance des pays ont été financées par la dette, et la dette des États. Donc vous êtes obligé de faire un truc un petit peu au fil de l'eau. Vous ne pouvez pas faire comme en Argentine, si vous voulez. Tout le monde parle de l'Argentine et de Milei. Pour celles et ceux qui se souviennent, je parlais de l'Argentine déjà depuis un long moment. Mais voilà, les États-Unis, c'est pas l'Argentine, si vous voulez. Si vous appliquez le même truc, oui, c'est très bien, vous aurez les résultats que vous aurez, mais économiquement, est-ce que vous pouvez vous permettre de jouer avec ça, avec la première économie mondiale?
et à un moment donné, dans un moment, si vous voulez, où vous êtes obligé de continuer de budgétiser votre armée, puisque c'est ça qui vous permet quand même globalement de garder votre monnaie, votre monnaie forte, même si on rentre à ce moment-là dans toutes les dualités de Trump, c'est-à-dire je suis pro-Bitcoin, mais je suis pro-dollar. J'ai besoin de faire du protectionnisme, mais et donc d'avoir un dollar fort, c'est ce qui va renforcer mon dollar et compagnie, et je veux garder mes premières capitalisations, etc. Mais d'un autre côté, si je veux exporter plus, si je veux produire plus aux États-Unis et pouvoir exporter et être plus compétitif que les autres, ben, j'ai besoin d'un dollar faible. Donc je suis, si vous voulez, dans Trump, dans beaucoup de choses, mais dans une marge de manœuvre qui est réduite par mes propres incohérences, si vous voulez, et choses qui ne sont pas compatibles. Donc je peux jouer aussi mon mandat en deux fois, c'est-à-dire je peux jouer mon mandat sur les 2 premières années sur justement du protectionnisme, dollar fort et compagnie, mais derrière, sur les 2 suivantes, je dois relâcher du lest pour retrouver du dollar faible si je veux réellement retrouver de la croissance interne au pays et pas financée seulement par de la dette. Donc on en est là sur l'euro-dollar, on est revenu, si vous voulez, dans une espèce de no man's land. Donc la question, voilà, c'est la BCE, elle baissera probablement que de 0,25, on aimerait bien du 0,5, ce qui pourrait, si on fait du 0,5, c'est ce qui pourrait permettre peut-être de venir chercher ici en mode, oh mon Dieu, la parité va revenir. Mais quelque part, si vous voulez, si vous regardez les données très long terme, bon, on est toujours dans cet énorme biseau descendant. Ok, et donc oui, en effet, là, on aurait pu penser qu'on pouvait casser et qu'on pourrait avoir un renouveau Europe émergent. Ce n'est pas le cas, on est revenu en dessous. Tant qu'on va être sous les 1,09, on va rester sous pression, donc le dollar va rester fort par rapport à l'euro. Le risque, c'est de faire ça et de revenir à la parité. Mais là, on se retrouvera avec une oblique ici. Si on pète et qu'on va chercher les 0,90, tout le monde vous dira que l'euro est mort et compagnie. Je pense que peut-être ça sera le moment justement de pas trop le penser parce on sera sur le dernier impact de ce biseau avant qu'on arrive sur la fin de figure. Mais là, vous voyez, on se parle de 2025, 2026, 2027. Mais toujours est-il, quand vous voyez cette figure-là, et on est dans la continuité de ce qui a été lancé déjà depuis plus de 10 ans, 15 ans. Et vous remarquerez que c'est compatible également avec l'énergie des US qui est peu chère grâce au pétrole de schiste et au gaz de schiste qui permettent une compétitivité industrielle aussi. Et donc, à cette dichotomie également et cette séparation entre les US et l'Europe qui se passe également au même moment. Et donc là, l'idée, vous voyez, c'est qu'on est obligé de se projeter quand même à plusieurs années très loin avant de se dire que l'Europe ou l'euro, si ça n'a pas éclaté avant, peut retrouver quelque chose, d'un point de vue purement graphique, bien entendu. Mais là, voilà, on en est là aujourd'hui, et clairement, si l'euro n'arrive pas à tenir cette zone des 1,04, on continuerait de dégrader, et ça continuerait d'être une fuite des capitaux vers les US qui sont déjà en boulimie. Donc ça aussi, c'est une autre question à se poser à un moment donné. Quand vous avez des US qui représentent un tiers de votre PIB mondial, mais qui représentent 2 tiers de votre capitalisation boursière, bon, ben, ça vous dit quelle est la hype, quel est le cycle. Mais ce qu'il faut toujours se dire, c'est que tout tourne, la roue tourne. Le truc, c'est on ne sait pas quand, c'est ça qu'on travaille, et c'est comme ça que l'on travaille. Et quand je vais regarder l'or et l'argent également, je suis très corrélé à mes niveaux de dette, mais je suis également très corrélé à mon dollar. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est simplement en train de tenir les tendances haussières. Il n'y a rien de plus à dire. On est en train de consolider nos tendances haussières. Et à ce stade-là, vous avez un petit peu de volatilité au prorata de la hausse, évidemment, mais on reste aujourd'hui dans les constructions qui sont haussières et il va falloir casser pour pouvoir relancer un petit peu les schmilblick. Mais là, on est revenu dans des zones de neutralisation au niveau de nos minières. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Terminé par le cuivre, où on voit que voilà, la Chine reste également une question. La semaine prochaine, il y a un colloque en Chine. Est-ce qu'ils vont annoncer des trucs nouveaux? Peut-être, mais je pense pas qu'ils vont sortir le bazooka parce que clairement, maintenant, on est en attente de Trump. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fera vraiment, et puis de combien de pourcentage on va parler, c'est bien beau de dire on va doubler les tarifs ou on va faire plus 50%. On sait que c'est la dingo, il faudra voir combien c'est à la fin. En tout cas, au niveau du cuivre, on est là aussi au milieu du gué. Donc je me garderai quand même sous le coude encore les Chinoises. La semaine prochaine, il y a le colloque, peut-être quelques annonces, mais je pense que le gros des annonces seront attendus un petit peu pour le printemps 2025 pour voir venir.
Et en tout cas, ce que l'on voit, c'est que bah, petit à petit, c'est à peu près vers ce printemps 2025 qu'on se dirige pour pas mal de grosses décisions d'un point de vue graphique quand on regarde nos graphiques un petit peu plus sur le long terme. En tout cas, il y a Orubis qui a bien explosé dernièrement, en dehors, si vous voulez, des niveaux de cuivre. Mais si le cuivre revient dans cette zone des 4,34-40, je pense voilà, qu'il faudra remettre un petit peu les émergents sur le coin de la table. Et ce que l'on voit, c'est que si on est sélectif, ça bouge pas mal. N'oubliez pas également, quand on vous montre des performances de pays émergents ou de pays à droite et à gauche, de regarder leur monnaie. Ok, parce que oui, des marchés boursiers qui prennent 50%, ça existe. Mais si la monnaie en parallèle a pris également 50%, voilà, pour l'investisseur étranger, si vous voulez, c'est à prendre en considération toujours. Et également, on voit que tous les capitaux sont aux US et compagnie, et c'est encore plus renforcé. C'est un petit peu le winner takes all. La vraie question à se poser, je pense, sur les mois à venir pour l'investisseur étranger qui achète des US, au-delà du court-termisme, etc., mais à plus long terme, c'est le dollar. Est-ce que le dollar continue donc de se renforcer, de devenir fort, auquel cas ben, on continue de renforcer cette pattern-là, ou est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce que la BCE se lance dans ces 0,5 et dans quelque chose d'un petit peu plus intense? Est-ce que l'Allemagne arrive à voter dans sa constitution justement à dégager un petit peu la limite sur ses déficits? Et à ce moment-là, on peut faire de la relance également par les déficits parce qu'il y a encore de la marge. On parle de la France, mais l'Allemagne a encore de la marge. Tous les pays d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud également qui ont des croissances supérieures à la moyenne européenne. Il ne faut pas l'oublier, je vous ai montré l'Espagne, son marché boursier est sur les plus hauts. Mais voilà, on a aussi des locomotives de croissance sur ces niveaux-là. Et comme de par hasard, quand on regarde ces pays-là, c'est des pays justement qui ont une énergie qui est moins chère que dans les autres pays européens. Bref, il y a un certain nombre de réglementations européennes qui nous ont mis dedans. Il faudra là aussi peut-être essayer de déréglementer un jour ou l'autre, ça serait bien, et sûrement plus qu'aux US, comme on a vu. Aux US, on peut faire la méthode Musk, mais ça a nécessairement un impact économique. Donc c'est un truc également qui doit se tirer sur le fil de l'eau et qui ne peut pas se faire en mode on-off. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire cette semaine, en guise de on est de retour, on remet les trucs sur la table et on fera donc la vidéo analyse demain. Comme d'habitude, j'espère que c'est compréhensible, que ça vous plaît. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est toujours le cas. Et puis les prochaines vidéos, je ferai peut-être un petit peu plus court. Et comme ça, on prendra juste les points précis de la semaine en cours. Là, ça fait un guise de synthèse et de relance de ces vidéos hebdo après 2 semaines de petite pause. Excellent week-end à vous les graphes, un petit peu en avance. Et je vous dis à la seconde vidéo et dans les commentaires, je vous donne rendez-vous. Salut!